Je vais dire deux mots pour introduire ce livre et donc l'intervention de Jean-Luc Gaffard qui va le présenter. Alors, on est dans un moment un peu particulier, à la fois de l'économie et aussi dans une crise sanitaire économique qui nous est tombée dessus et qui nous interroge sur notre rapport au temps, donc individuel et collectif, mais elle nous permet aussi d'interroger la place que les économistes accordent au temps dans leurs analyses, dans leurs théories. Et donc pour Jean-Luc Gaffard et ses co-auteurs, donc Mario Amendola qui est excusé mais qui pouvait être présent, et Francesco Saressano qui est présent ici, le temps est le grand absent de la théorie économique. Et il ne s'agit pas ici d'un débat juste purement scolastique entre économistes, hein. Il s'agit d'un débat qui ne concerne pas que les économistes, mais qui globalement concerne notamment notre réaction aussi à ces épisodes particuliers que sont les crises. Parce que pour les auteurs, cette absence est à l'origine de l'impuissance des économistes à proposer des remèdes adéquats face à l'instabilité de l'économie. Et à saisir l'économie dans sa réalité, qui est une réalité à la fois singulière, donc avec des trajectoires singulières pour les différents pays, et en même temps mouvante et instable. Donc, il s'agit en fait aussi de s'interroger sur cette idée du long terme, cette idée du retour à l'équilibre à long terme. Est-ce que le retour à l'équilibre est un avenir gravé dans le marbre de la théorie, ou au contraire, est-ce qu'on peut penser l'avenir différemment? Et donc, ce livre invite à penser les phénomènes économiques dans leur dimension temporelle. Une dimension temporelle qui est faite à la fois, et ça peut paraître paradoxal peut-être si on ne se plonge pas dans le livre, à la fois d'incertitude, mais aussi, et ça peut donc d'irréversibilité. On a à la fois de l'irréversibilité et de l'incertitude. Donc Jean-Luc Gaffard, on vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Côte d'Azur et toujours professeur donc à Menton, au campus de Menton de Sciences Po Paris, chercheur à l'OFCE, professeur à Schema Business School et donc auteur d'un certain nombre d'ouvrages que je vous invite à retrouver bien sûr sur un peu partout. Et donc Mario Amendola n'est pas ici et est un des co-auteurs, et nous avons Francesco Saressano qui pourra intervenir à tout moment bien sûr s'il veut, donc qui est chercheur à l'OFC et Sciences Po, professeur à Sciences Po aussi, et à Luis Guido Carli à Rome. On a également donc en direct donc Christian Chavagneux. Christian Chavagneux, donc, qui est journaliste et éditorialiste à Alternative économique et qui, après l'exposé de Jean-Luc Gaffard, va servir un peu de répondant puisqu'il a lu attentivement le livre et qu'il a 2-3 commentaires à faire dessus. Je précise tout de suite que toutes les personnes ici présentes peuvent intervenir en postant en fait des questions ou des commentaires sur la partie conversée qui est à droite de votre écran normalement sur l'application. Donc, je me charge de faire la synthèse de ces questions et de les poser directement aux intervenants. Voilà. Vous pouvez aussi, je crois, lever la main et dans ce cas-là, donc je peux voir si je peux vous donner la parole directement. Sinon, je vais synthétiser. Jean-Luc Gaffard, écoutez, c'est à vous. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. M'entendez? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. On vous entend bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier de nous accueillir, Francesco et moi, dans ce cas présenter notre ouvrage et de développer nos idées. Donc, un très grand merci et un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont accrochés à ce café. Voilà, je voudrais partir, avant la présentation du livre lui-même, inévitablement, je vais partir de la situation actuelle pour une raison que vous allez comprendre très vite. J'ai été frappé par la nature des discours que j'ai entendus concernant la sortie de crise. Le premier discours, je dirais, c'est un discours qu'on appellerait facilement keynésien, qui consiste à dire qu'on observe un surcroît d'épargne et que cette épargne va se déverser très rapidement dans une augmentation de consommation dans les mois qui viennent. Et finalement, le monde reviendrait assez vite comme avant. Même si ce discours est aujourd'hui largement tempéré, j'entends bien certains grands économistes nous expliquer que finalement, c'est ce qui se passera d'ici 2021. Puis vous avez le discours, je dirais, des nouveaux classiques qui
consiste à admettre évidemment la nécessité d'un endettement public à très court terme, une augmentation de la dette publique à très court terme, mais en prenant le soin de nous dire que ça doit être consacré essentiellement aux dépenses immédiates de réparation de la crise sanitaire, et en mentionnant évidemment la nécessité de revenir très vite à la sagesse comptable. Et puis, il y a le discours des écologistes, en tout cas d'un certain nombre d'entre transitions et d'une plus rapide possible. On ne peut plus demander des relocalisations, il faut taxer. Ouais. Jean-Luc? Ouais, je ne vous entends pas. Jean-Luc, on l'a perdu. Il faut remettre un On a micro. perdu Jean-Luc Gaffard. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Allô? Il y a eu une interruption. Voilà, c'est le... Oui, donc j'évoquais les trois discours, disons, keynésiens, classiques ou écologiques qui ont d'ignorer la dimension du temps, d'ignorer que les ajustements réussis prennent du temps. Et j'indiquerai simplement en consommation immédiate, privées vont être accrues sensiblement et que la nécessité d'avoir un endettement public, comprendre que la transition écologique que tout le monde souhaite ne peut pas passer par une destruction rapide et immédiate de capital qui ne ferait que nous précipiter dans la dépression et qui irait à l'encontre même de l'objectif qui est celui que les écologistes prétendent poursuivre, les populations se détournant très rapidement de cet objectif. Donc la question qui se pose, au fond, c'est pourquoi cette ignorance du temps? Et cette ignorance du temps, c'est ce que nous avons traité dans notre ouvrage, de telle façon à comprendre comment nous pourrions réagir correctement, peut-être, à cette crise. Je pense que les théories classiques et des nouveaux classiques et des nouveaux keynésiens ont en commun de nous faire penser qu'il existe systématiquement un attracteur de longue période. En fait, qu'il existe une espèce d'état idéal des affaires qui, par définition, est un idéal atemporel. C'est-à-dire que si l'on prend les bonnes mesures, et si on les prend d'ailleurs le plus vite possible, eh bien, on va converger vers cette situation idéale qui, pour tous les économistes de ces obédiences, qui sont très différentes d'un point de vue philosophique, c'est quand même un état de pleine concurrence, j'oserais dire de concurrence parfaite, j'oserais dire un état qui correspond à l'équilibre général des marchés que nous expliquait il y a fort longtemps Léon Walras. Je pense que cette vision des choses est une vision qui est extrêmement restrictive. Et en particulier, c'est l'idée que l'économie est fondamentalement stable. Et du coup, nous en sommes arrivés à l'observation que si l'on veut considérer de manière sérieuse le temps, il faut considérer que l'économie de marché dans laquelle nous vivons est une économie qui est fondamentalement instable. Mais comme je le dirai plus tard, cette économie n'est pas simplement instable, elle est également résiliente, c'est-à-dire qu'il existe des forces qui ne sont pas des forces d'attraction vers un nouvel équilibre qui font que cette économie peut rester viable. Et donc, pourquoi est-ce que l'on dit que l'instabilité est dans la nature des économies de marché? Parce que ces économies de marché sont structurées de manière endogène par la recherche de nouveaux produits, la recherche de nouveaux marchés, par ce que Schumpeter appelait l'innovation, dont il faut rappeler que sa caractéristique principale d'un point de vue d'analyse économique, c'est de rompre les équilibres existants. Pourquoi est-ce que cette instabilité est problématique? Bien parce qu'elle fait surgir deux questions très importantes qui sont trop souvent ignorées des économistes. La question de l'irréversibilité des choix, l'irréversibilité des investissements, en particulier évidemment, et l'incertitude qui est associée à ces choix, incertitude qui concerne la configuration de la demande future.
Alors, ayant fait cette observation et considérant néanmoins que l'économie s'est avérée systématiquement résiliente, cette économie de marché s'est avérée systématiquement résiliente, sous la condition évidemment d'un certain nombre de choix politiques et institutionnels, il nous est apparu important de comprendre, d'un point de vue plus analytique, pourquoi il y avait cette instabilité. Et le point de départ pour nous a été de considérer le premier élément, c'est-à-dire l'idée qu'il faut du temps pour produire, plus exactement, il faut du temps pour construire une capacité de production. Et si vous considérez une économie qui, par ailleurs, est une économie parfaitement coordonnée, une économie de troc parfait, mais dans laquelle il y a des ruptures de technologie et donc des modifications de la structure temporelle de la capacité de production, eh bien, inévitablement, il y a des fluctuations. C'est ce qu'avait montré dans un ouvrage qui date de presque 50 ans aujourd'hui, Sir John Hicks, où il expliquait que dans ce contexte, vous allez observer l'apparition de chômage et un déficit de productivité comme conséquence de l'apparition d'une innovation qui va avoir comme conséquence d'augmenter le coût de construction de la capacité de production. Largement compensé, mais plus tard, par une diminution du coût d'utilisation. Ceci est très important parce que ça veut dire que dans une économie pleinement coordonnée, sans monnaie, il peut y avoir une fluctuation, et cette fluctuation, elle est liée simplement à l'effet d'innovation, à la rupture technologique que vont introduire les entreprises. Alors, ce problème, évidemment, persiste dès lors qu'on introduit la deuxième dimension du problème, c'est-à-dire le fait que les décisions que prennent les entreprises sont des décisions en avenir incertain, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas ce que sera la configuration du marché futur. Et donc, ceci nous a amené à considérer le mécanisme de coordination de l'activité économique, de coordination en fait entre l'offre et la demande, c'est-à-dire de considérer pour ce qu'il est vraiment le processus de marché. Le processus de marché, c'est un processus de coordination entre l'offre et la demande dans un contexte d'imperfection de l'information, d'imperfection de la connaissance. Et de ce point de vue-là, nous nous rattachons évidemment à la perception ou à l'analyse du processus de marché qu'a pu développer Hayek en son temps. Et donc, ce qui nous est apparu ici, c'est que, en fait, les entreprises qui étaient concernées par un processus d'innovation étaient confrontées à un double problème temporel, à un double délai. D'une part, il y a le délai de construction de la capacité de production, donc le temps qui s'écoule entre la décision et le moment où l'investissement devient opérationnel, et puis le délai d'acquisition de l'information de marché. Et donc, le problème pour les entreprises, face à ces deux délais, c'est de pouvoir réaliser des anticipations qui sont des anticipations fiables. Et ce à quoi nous sommes parvenus, on aura certainement l'occasion d'en discuter tout à l'heure, c'est d'expliquer que pour obtenir des anticipations fiables, eh bien, il fallait sortir de l'univers abstrait de la concurrence parfaite, entrer dans un univers de concurrence imparfaite caractérisé par des connexions de marché. Et nous utilisons ici les travaux d'un économiste très peu connu qui s'appelle George Richardson, un livre qui date de 1960 et qui est précisément utilisé cette terminologie de connexion de marché plutôt que d'imperfection de marché, parce qu'il considérait qu'un marché qui fonctionne bien, sans qu'il y ait d'ailleurs de constitution de rente abusive de monopole, c'était un marché caractérisé par ce type de connexion, c'est-à-dire des formes de collusion entre les entreprises. Je soulignerai ici, on y reviendra peut-être, que dans cette perspective, la technologie qui est développée par les entreprises, ce n'est pas un prérequis, c'est le résultat du processus d'innovation, c'est le résultat de la façon dont on va gérer ces contraintes temporelles. Alors, quand on accepte cette vision du processus d'innovation, eh bien, on s'aperçoit que le vrai problème, c'est donc le divorce au cours du temps entre le profil des coûts et le profil des recettes. Et du coup, qu'est-ce qui permet de franchir ce gap, de franchir cet écart entre les profils temporels des coûts et des revenus? Eh bien, c'est évidemment la monnaie et la finance. Et donc, sur ce terrain-là, il nous est apparu très important de souligner que monnaie et finance avaient deux faces, une face sombre et une face claire.
La face sombre, c'est celle que les keynésiens radicaux mettent systématiquement en avant, c'est-à-dire le fait que l'existence de produits financiers fait qu'il y a des activités de spéculation, et de spéculation qui, en fait, vont petit à petit dominer l'activité d'entreprise, pour reprendre même la terminologie de Keynes lui-même. Mais je crois que cette dimension n'est pas la seule dimension de la monnaie. Il ne peut pas y avoir d'économie de marché qui fonctionne correctement sans qu'il y ait un lien entre le présent et le futur, c'est-à-dire sans qu'il y ait de la liquidité, sans qu'il y ait de la monnaie. Et donc, le vrai problème que l'on doit se poser, c'est de savoir dans quelles conditions la monnaie et la finance, disons, va jouer un rôle positif, c'est-à-dire le rôle de permettre aux entreprises d'effectuer des anticipations qui sont des anticipations fiables. Donc, vous voyez, d'un côté, on refuse l'idée que la monnaie, c'est simplement, ça n'a qu'une face sombre. De l'autre côté, on explique qu'elle a une face qui est une face claire, mais sans ignorer pour autant que c'est un problème de choix institutionnel, de choix organisationnel qui est très important, c'est-à-dire sans ignorer qu'il peut y avoir évidemment des dérives financières catastrophiques. Dans ce contexte, ce qui nous est apparu, c'est que l'organisation des entreprises devenait quelque chose d'essentiel. Et donc, plutôt que de considérer que le problème important, c'était le problème du contrôle que les actionnaires exercent sur les managers, il nous apparaissait beaucoup plus important de considérer que ce qui était important était l'engagement des détenteurs de capitaux vis-à-vis des entreprises. Ce qui, évidemment, a des conséquences extrêmement importantes. Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas être réduite à ses propriétaires des actions, propriétaires du capital, mais que l'entreprise, c'est une coalition entre différents intérêts. Et nous avons mentionné ici la terminologie coalition politique que nous avons empruntée à James March dans un article de 1960-1962, où il nous explique, mais l'entreprise qu'il a sous les yeux, l'entreprise américaine, c'est celle des années 60, c'est une entreprise dans laquelle il y a une coalition entre des managers, des actionnaires, des banquiers, des salariés, et il ajoute aussi déjà des clients et des fournisseurs. Et donc, le vrai problème qui est apparu ici, et vous aurez compris sans doute très maintenant la démarche, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir disposer d'un capital patient. C'est-à-dire que les managers ne pourront s'engager à long terme que s'ils savent pouvoir franchir les difficultés inhérentes au processus d'innovation, les difficultés financières inhérentes au processus d'innovation. Et donc, ils ont besoin d'avoir un engagement durable de la part des détenteurs de capitaux, qu'il s'agisse de banquiers ou qu'il s'agisse d'actionnaires. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'engagement à long terme des détenteurs de capitaux, c'est ce qui va commander l'engagement des autres parties prenantes dans l'entreprise. C'est-à-dire l'engagement des salariés, et on va y revenir dans un instant, et le fait que les salariés se perçoivent comme ayant une position durable dans l'entreprise, et donc une position qui leur permet d'apprendre, et un apprentissage dont vont tirer bénéfice les managers. Mais c'est vrai aussi des fournisseurs et des clients qui vont pouvoir eux-mêmes avoir une certaine certitude quant aux engagements de l'entreprise dont elles sont clientes ou fournisseurs et qui vont pouvoir elles-mêmes réaliser les investissements à long terme dont elles ont besoin. Donc, vous voyez que l'enjeu véritable, mais qui était en filigrane dans le texte de Keynes de la théorie générale, c'est au fond comment est-ce qu'on permet aux entreprises d'avoir des anticipations fiables à long terme. Et c'est vrai que Keynes, qui parlait de la Grande Dépression, qui faisait une analyse de la Grande Dépression, a eu la tendance à considérer que malheureusement, c'était plutôt les choix à court terme imposés par les marchés financiers qui allaient prévaloir, ce qui explique d'ailleurs son souci à l'époque de dire si on veut relancer la machine, eh bien, il faut peut-être socialiser l'investissement. Alors, dans cette perspective-là, nous avons considéré qu'à côté de la quête d'un capital patient, il était important d'avoir une quête d'un emploi solide, et vous aurez compris que ceci va évidemment à l'encontre du discours habituel sur la nécessaire flexibilité des marchés du travail. Notre point de départ ici a été que le marché du travail n'existe pas, au sens où Keynes disait que ce marché du travail n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que taux de salaire et emploi se déterminent sur un seul marché, qui est le marché du travail, par la confrontation de l'offre et de la demande de travail. En fait, offre et demande de travail interagissent évidemment, mais obéissent à des forces qui sont des forces distinctes
Et en particulier, d'un côté, l'emploi est largement déterminé par les ressources disponibles par les entreprises, alors que le taux de salaire fait l'objet de négociations. Il est largement négocié avec une forme de rigidité que Keynes d'ailleurs soutenait dans une période de dépression et qui en fait est au cœur de la durabilité du contrat de travail. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des aspects très positifs en fait du capitalisme à partir du 19e siècle, c'est que progressivement s'est installé un contrat de travail. Et comme l'évoquait Herbert Simon, eh bien, le contrat de travail, sa caractéristique principale, à la différence du contrat de louage, c'est d'avoir une durée, et cette durée, ça permet de changer en fait ce que l'on attend des salariés, et en même temps, ça permet donc aux salariés de se mettre dans une position d'apprentissage. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, il faut se réinterroger sur la question de flexibilité. Et donc, nous avons voulu défendre l'idée que la flexibilité, ce n'était pas celle des salaires et des emplois, parce que cette flexibilité entendait immédiate, cet ajustement le plus rapide possible, c'est un ajustement qui est générateur, comme on a pu l'observer aux États-Unis, de polarisation des salaires et de polarisation des emplois. Elle est créatrice d'inégalités, elle est créatrice de rentes, et elle n'est pas du tout source d'innovation. Ceci parce que derrière, on fait fi du problème de l'apprentissage et on fait fi aussi des contraintes financières qui pèsent sur les salariés. Les salariés de qualification intermédiaire qui ont été licenciés aux États-Unis, ils ne sont pas allés vers les emplois de haute qualification, tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers pour se former et pour passer cette difficulté. Et donc, on voit réapparaître également ici le temps nécessaire de la finance. Du coup, dans cette perspective-là, il nous est apparu évidemment important de réviser la question de la politique économique et introduire le temps dans la politique économique. Le point important pour nous ici, c'est certes de rappeler que la dimension extrêmement positive des politiques keynésiennes, qu'il ne faudrait pas réduire à la politique de déficit public. Et en particulier, je voudrais rappeler la fonction essentielle de ce qu'on appelait les stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire de formes institutionnelles, l'assurance chômage, l'assurance santé, l'assurance retraite, qui permettent de lisser la demande au cours du temps. Et donc, qui est déjà un moyen de gérer le temps long. Mais il ne faut pas réduire ça à l'idée que cette stabilisation, ça nous permet toujours de coller au plus près d'un équilibre de long terme prédéfini. C'était la perspective des keynésiens des années 60 et 70. Et je crois que là aussi, c'était une perspective qui était justifiable dans un contexte où le monde était tranquille, où l'instabilité était apparemment éradiquée, mais qui ne vaut plus lorsque on voit réémerger des éléments d'instabilité. Et donc, lorsque le processus de changement inhérent à l'économie capitaliste se remet en ordre fortement. Et donc, il nous est apparu plusieurs choses à ce point-là. Premier point, c'est que je pense que la politique économique doit répondre à ce qu'un économiste américain et suédois qui est Axel Leijonhufvud a expliqué être la mauvaise distribution temporelle des demandes excédentaires. Et là, il dit le vrai problème, c'est de se plonger dans la succession des événements et de voir que certains déséquilibres aujourd'hui ou certaines distorsions, au fond, sont nécessaires dès lors que ça va se corriger et ça va permettre de se corriger au cours du temps. Alors évidemment, il va vous indiquer qu'un déficit public pour combler l'insuffisance de la demande privée aujourd'hui sera suivi d'un excédent de ces mêmes dépenses publiques pour combler l'excédent de demande privée demain. Dans ce contexte, l'endettement public peut venir au moment où il y a un désendettement du secteur privé, venir en relais donc de l'endettement privé et vice-versa. C'est-à-dire que demain, l'endettement privé reprendra des couleurs, je dirais, et le déficit public pourra être éliminé. Et c'est ce qu'on a observé, par exemple, pour citer cet exemple énorme, évidemment, aux États-Unis, entre la période 1940-1945 et la période qui suit. L'autre chose qui nous est apparue important aussi, c'est que dans certaines périodes,
lorsque c'est la demande qui est excédentaire, vous pouvez avoir de l'inflation, vous pouvez avoir du déficit commercial, mais peut-être que cette inflation et ce déficit commercial, parce qu'ils sont la conséquence de l'investissement qui est réalisé par les entreprises grâce à des moyens financiers mis à leur disposition, eh bien, cette inflation et ce déficit commercial vont progressivement disparaître parce qu'une fois que la capacité sera mise en œuvre, eh bien, l'offre excédentaire disparaîtra, la demande excédentaire, pardon, disparaîtra. Et donc, la question, c'est d'avoir cet équilibre, ce jeu entre les déséquilibres successifs. Ce que je viens d'évoquer, c'est exactement ce qui s'est passé dans les économies en reconstruction en Europe après 1945, parfaitement décrit par John Hicks en 1947, mais c'est ce qui caractérise aussi les gros processus d'innovation, où au début, il y a distribution de revenus, il y a donc alimentation d'une demande, une demande qui ne trouve pas forcément en face d'elle une offre correspondante, et ce n'est pas pour ça qu'il faut éradiquer immédiatement l'inflation. Donc, vous aurez compris que dans tout ça, il faut éviter d'avoir des ajustements immédiats et brutaux en fonction d'objectifs de type déficit zéro, dette zéro, etc., etc. Le point qui va avec et qui est peut-être sur lequel on pourra peut-être discuter après, parce que je vois que je commence à prendre peut-être un peu trop de temps, c'est que la question qui se pose à côté de la question du déficit public, de la dette publique, etc., c'est la question de la nature de la dépense publique et de la nature du phénomène de multiplicateur. Et nous avons développé l'idée que quand on est dans un état de dépression, évidemment, si vous baissez la dépense publique, ça va être encore plus catastrophique. Ça, quand même, on devrait le savoir depuis très, très longtemps. Apparemment, ça a été oublié par certains au début des années 2010. Mais dans le sens contraire, ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, lorsque vous relancez l'activité économique à travers la dépense publique, ce n'est pas sûr qu'il va y avoir un multiplicateur, parce que peut-être on va se heurter à une insuffisance d'offres, une insuffisance de capacité de production en état d'utilisation. Et donc, le vrai problème que pose la dépense publique dans une perspective de relance, c'est son articulation avec la dépense privée d'investissement, c'est-à-dire l'articulation entre la dépense publique et non pas l'investissement en tant que demande, mais l'investissement en tant que création d'une nouvelle capacité de production. Et du coup, on va revenir sur la question de la capacité des entreprises à disposer des moyens de financement disponibles et surtout de la capacité des entreprises à pouvoir se plonger dans le long terme. Et donc, vous voyez que la question, du coup, de la politique économique ne peut pas se réduire à une manipulation de la dépense publique. Il faut d'abord s'interroger sur la nature de la dépense publique, c'est-à-dire le type d'investissement public qu'on va réaliser. Ça ne peut pas être n'importe lequel. Et puis, il faut s'interroger, en fait, également sur la dimension structurelle de la politique économique, c'est-à-dire sur quelles sont les formes d'organisation qu'il faut faire prévaloir. Et donc, ceci nous pose le problème, évidemment, de la concurrence, du droit de la concurrence, du rôle que peuvent jouer les autorités en matière de concurrence. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec les questions. Il faut se poser la question de l'organisation des entreprises, c'est-à-dire est-ce que les entreprises doivent être entre les mains de leurs actionnaires et donc est-ce qu'on doit avoir une gouvernance dite par la valeur actionnariale, c'est-à-dire en fait par le comportement court-termiste de fonds activistes, ou bien est-ce qu'on doit avoir une organisation des entreprises qui repose sur cette coalition entre des détenteurs de capitaux jouant le long terme et les managers, ce qui évidemment pose un problème qui est un problème à la fois d'organisation du système bancaire, on y reviendra peut-être, et un problème également des droits que l'on accorde aux actionnaires. Vous avez quelqu'un comme Colin Mayer dans un bouquin qui s'appelle Firm Commitment qui explique qu'il serait peut-être opportun de faire en sorte que le versement de dividendes et les droits de vote soient déterminés par la durée de détention des actions. Alors, et ceci nous fait repartir évidemment sur une question qui est extrêmement importante, c'est-à-dire la question du fonctionnement des marchés financiers et par exemple des échanges dits haute fréquence. Et donc, on revient sur les questions qui sont liées à l'autre face, la face sombre de la monnaie et de la finance, qui est la face spéculative où la spéculation à court terme l'emporte sur l'activité entreprise. Bien entendu, tout cela devrait être considéré dans un contexte qui est un contexte d'économie ouverte, ce que nous avons essayé de faire, avec, là je vais aller très vite parce que je suis quasiment au bout du temps qui m'a été imparti, je pense qu'il est extrêmement important de revenir à cette idée fondamentale développée par Dani Rodrik et qui structurait les économies du petit monde occidental des années 50 et 60,
c'est-à-dire qu'il faut ouvrir aux échanges, parce que tout le monde sait que l'ouverture aux échanges, c'est un facteur de croissance, mais il faut que cette ouverture soit graduelle, il faut que cette ouverture soit surtout subordonnée aux objectifs internes de revenus et d'emploi, ce que nous étions parvenus à faire dans les années 50 et 60, certes dans un petit monde occidental, et c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui, dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est au fond de savoir si nous allons vers un État puissance, j'y reviens dans un instant, ou si nous voulons revenir à un État régulateur, dans le sens où une bonne appréciation du keynésianisme nous l'avait fait comprendre. Alors, au terme de cette présentation un peu cryptique, je dirais, de ce livre, je voudrais dire que nous avons voulu clore tout cela par une réflexion qui a une dimension philosophique et politique. Je pense que le problème aujourd'hui, le problème que nous avons essayé de poser, c'est de savoir non pas quelle est l'alternative au néolibéralisme, parce que je crois que le néolibéralisme doctrinaire, c'est-à-dire celui qui imagine un monde idéal, la fin de l'histoire, la démocratie généralisée, tout cela n'a guère plus de sens. Aujourd'hui, face au désordre dans lequel on se trouve, le problème qui se pose, c'est celui de l'alternative entre un libéralisme que j'ai appelé un libéralisme social, que Keynes appelait un socialisme libéral, d'un côté, et d'autre part, un capitalisme autoritaire. Et inévitablement, on ne peut que penser à Anka dans son livre La Grande Transformation, où il évoquait à la fois la crise du libéralisme des années 1880-1890, libéralisme associé au laisser-faire, et la même crise du libéralisme dans les années 1920, encore plus années 1930. Et il expliquait que le choix, il était bien entre une forme de libéralisme qui n'était pas le laisser-faire et un capitalisme autoritaire. Je pense que nous en sommes là aujourd'hui, tout en sachant que les termes du choix sont évidemment pas du tout les mêmes que ceux qui se sont posés en 1945, lorsque le libéralisme social a pu être développé. Je terminerai en disant que nous pensons que la parenthèse, que les années 50 et 60, 70, les 30 glorieuses, comme on dit en France, n'ont pas été forcément qu'une parenthèse, même si c'est un événement assez exceptionnel, c'est une conjonction assez exceptionnelle. Je pense qu'il est très utile d'analyser cette période, parce que trop souvent, les économistes ont considéré que cette période, c'était simplement une période de rattrapage. Or, comment comprendre la situation américaine qui n'était pas, elle, en situation de rattrapage et qui pourtant avait un mécanisme bien documenté aujourd'hui par Paul Krugman qui était assez voisin de celui des pays d'Europe occidentale. Et donc, la question n'était pas simplement une question de rattrapage, la question n'était pas simplement de régulation conjoncturelle par les moyens du budget, tout simplement parce que si on regarde de près l'organisation des entreprises, le fonctionnement des entreprises, tel que c'est documenté par un ouvrage de 1965 par Andrew Schoenfield, eh bien, cette entreprise, y compris aux États-Unis, c'est une entreprise qui avait instauré la planification entreprise, qui avait la maîtrise du temps long, qui avait une relation contractuelle longue avec les salariés permettant de distribuer une partie des gains de productivité en salaire. Et donc, toutes ces questions méritent de revenir sur le devant de la scène, c'est-à-dire d'expliquer qu'au fond, le retour à un libéralisme social, j'ai appelé quelquefois un retour vers le futur, est certainement possible. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Luc pour cet exposé très clair. On va poser des questions maintenant et d'abord voir la réaction de Christian Chavagneux, qui a lu attentivement le livre. Et puis ensuite, je vais synthétiser les questions que vous avez commencé à poser de manière assez abondante sur le chat. Merci beaucoup. Christian. Merci à Rémi Janin, merci à Pierre-Pascal Boulanger de m'avoir invité à commenter le livre de Jean-Luc Gaffard. Alors, moi, je ne suis pas un économiste professionnel, donc je laisserai les économistes professionnels nous dire si les mobilisations théoriques importantes, vastes, qui sont présentes dans le livre l'ont été à bon escient. Moi, je vais juste vous donner mon avis de lecteur de livres d'économie et j'en profiterai pour poser 2-3 questions, tout ça en 5 minutes. Je vais afficher la couleur d'emblée. À mon sens, c'est l'un des livres de réflexion économique parmi les plus intelligents et les plus stimulants qui m'ait été donné de lire ces dernières années.
Pendant que la théorie dominante postule, Jean-Luc Gaffard nous l'a bien expliqué, que l'activité économique converge naturellement vers un équilibre de long terme, les trois auteurs sont partis d'une autre hypothèse qui est celle que tout le monde peut constater depuis 50 ans, à savoir que les économies de marché sont intrinsèquement instables. Et pourtant, ils tournent, comme aurait pu dire Galilée. Et donc, la question fondamentale, c'est la suivante. Qu'est-ce qui permet aux économies de marché d'assurer leur viabilité de long terme en dehors de tout sentier d'équilibre? Moi, c'est comme ça que j'ai lu le livre et que j'y ai trouvé son intérêt. Alors bien sûr, dès que l'on parle de déséquilibre, d'économie hors sentier, il y a un auteur important qui est John Maynard Keynes, il est mobilisé dans le livre. L'analyse, elle est très claire, roborative, de la profondeur, mais aussi des insuffisances de l'approche de Keynes. Keynes explique que la dynamique de l'économie dépend du comportement d'investissement des entrepreneurs. Donc l'acteur clé dans cette économie, c'est l'entrepreneur. Et son comportement d'investissement, il dépend d'un côté de ses anticipations sur la demande en situation d'incertitude radicale sur le futur, on le sait bien, et de l'autre côté, sur le niveau des taux d'intérêt qui sont déterminés en partie par le motif de spéculation. Je ne reviens pas là-dessus. Mais, nous disent les auteurs, l'investissement n'est analysé que pour le revenu et l'emploi qu'il permet immédiatement. Et c'est souvent comme ça qu'on présente les recettes ou les politiques keynésiennes, sans se préoccuper de savoir s'il crée une capacité de production durable, d'un côté. D'autre part, le taux d'intérêt dépend un peu quand même chez Keynes de l'offre et de la demande de monnaie, quels que soient les différents motifs de demande de monnaie, sans analyser spécifiquement le rôle des banques et de la finance, ce que les auteurs vont permettre en utilisant Keynes, mais en le dépassant. Penser l'instabilité, c'est comprendre comment ces entrepreneurs arrivent ou pas à réduire l'incertitude radicale sur le futur pour oser avancer. Et c'est à cette question clé que veut répondre toute la suite du livre. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Comment est-ce qu'on fait pour réduire l'incertitude quand on est un entrepreneur? Comment on fait pour oser investir dans le long terme et donner une dynamique à l'économie? Un premier chemin, ça consiste à organiser des conventions partagées avec les fournisseurs, les banquiers, les clients, etc., pour s'assurer que la route suivie est la bonne. Alors, les auteurs n'emploient pas le mot de convention, mais je pense que ça correspond un petit peu à ça. On essaie de réduire l'incertitude radicale en parlant avec un petit peu toutes les parties prenantes, avec les salariés, avec les banquiers, avec les fournisseurs. Si tout le monde est à peu près d'accord pour nous soutenir et pour nous dire qu'on peut aller dans tel sens ou dans tel autre, on réduit quand même un peu l'incertitude radicale. Et là, j'ai ma première question pour les auteurs. Ils parlent donc non pas de conventions partagées, mais de l'utilisation des connexions de marché entre les différents intervenants pour une entreprise. Et là, ma première question, est-ce que dans ces conventions de marché, les leaders sectoriels ne jouent pas un rôle déterminant dans l'information qui est récupérée par ces connexions de marché? Est-ce que si aujourd'hui je veux me lancer dans une banque en ligne, je ne vais pas aller chercher une bonne partie de mon information sur les grandes banques qui ont déjà fait de la banque en ligne? Nous, quand Alternative économique, là je vais prendre pour 3 secondes ma casquette de président de la coopérative Alternative économique, quand on a décidé d'investir à long terme pour avoir un site internet, bien évidemment, le fait que les grands quotidiens l'ait fait avant nous a joué. On a été voir nos financeurs, on a été voir, etc., nos clients, on a fait des tests, mais le fait qu'il y ait des leaders dans notre secteur qui est déjà investi dans ce domaine, qui est déjà innové, a joué un rôle important. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des aspects de hiérarchie de pouvoir aussi qui jouent dans cette connexion de marché? C'est ma première question. À part les connexions de marché, il y a d'autres outils qui permettent de réduire l'incertitude radicale. Il faut bénéficier, par exemple, de financement dans la durée, avec des banquiers qui sont engagés dans le long terme et avec des actionnaires patients, nous disent les auteurs, ceux qui privilégient les dividendes futurs aux dividendes immédiats. Et de ce fait, les auteurs nous disent, en fait, il n'y a pas grande différence entre une économie de prêt bancaire ou une économie de fonds propres. L'important, c'est d'obtenir des fonds quand on en a besoin et qui puissent rester dans la durée. En même temps, il me semble que le Covid-19 vient illustrer une réflexion qui était déjà présente avant le Covid, c'est la poussée, par exemple, des dettes des entreprises françaises déjà très endettées avant la crise. Et le rapport dette sur fonds propres est important.
donc notamment dans la capacité à attirer des prêts et à attirer des investisseurs, mais aussi dans la volonté d'investir, avec le risque, et par exemple c'est un risque qu'on met sur la table aujourd'hui, les entreprises françaises étaient très endettées avant le Covid, elles vont l'être encore plus avec les prêts du gouvernement. Est-ce que pendant plusieurs années, elles ne vont pas donner la priorité au désendettement sur l'investissement et sur l'emploi? Donc le rapport dette sur fonds propres, à mon sens, enfin, est-ce que les auteurs ne pensent pas que ce rapport dette sur fonds propres est quand même important, même si sur le plan théorique, le fait de se financer par de la dette ou par des fonds propres peut être équivalent. Autre façon de réduire l'incertitude radicale, disposer de salariés au contrat de travail stable. Jean-Luc Gaffard a bien insisté sur la question. La flexibilité réduit les coûts, donne un avantage compétitif et malheureusement, la mauvaise entreprise peut chasser la bonne, nous disent les auteurs. Je trouve que c'est une idée assez importante et assez intéressante. Faire beaucoup de flexibilité, certes, ça contribue à réduire les coûts. Les autres entreprises qui font moins de flexibilité investissent dans le capital humain. Du coup, elles sont un peu plus coûteuses. Le coût du travail est plus important. Elles peuvent être moins compétitives et se faire chasser par la mauvaise entreprise. Je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Et là, j'ai ma troisième question. Quid pour les entreprises quand la capacité d'apprentissage des salariés est limitée? Quand structurellement, vous êtes à la tête d'une entreprise qui a beaucoup de salariés, peu qualifiés, pour qui l'apprentissage peut être difficile, comment on fait? Alors, il me semble avoir lu au travers des lignes, des paragraphes, que l'une des réponses des auteurs pourrait être de dire, eh bien, il faut externaliser cette partie pour se concentrer sur les plus productifs. Mais est-ce qu'on n'a pas simplement déplacé le problème ailleurs dans l'économie quand on essaie de tenir un raisonnement macroéconomique? Dernière façon de réduire l'incertitude, c'est la politique économique qui doit contribuer à assurer la coordination des instruments, le contrat de travail, la finance, etc., au-delà des stabilisateurs automatiques et de la simple politique de réponse à la crise. Ça permet aussi de réduire l'incertitude de long terme. Je termine en disant que, comme le signalent bien les auteurs dans la conclusion, c'est un livre qui nous montre que les interactions sociales comptent plus que les utilités individuelles. C'est un livre qui nous montre que les lois économiques sont contingentes et dépendent des institutions situées historiquement et n'obéissent pas à des lois universelles. C'est un livre dans lequel on a dans une économie dans laquelle le désordre est endogène au lieu du rêve d'équilibre d'une théorie dominante qui ressort complètement intellectuellement étrillée de ce travail. Et donc, moi, je terminerai sur un seul mot, chapeau. Jean-Luc, si vous voulez répondre à certaines des questions, j'en ai une batterie, il y a énormément de questions sur le chat. Ouais. Merci beaucoup à Christian. Je pense qu'il exagère un peu, mais bon, ça fait quand même très plaisir. Sur les questions qu'il a posées, ce qui me paraît très intéressant, c'est que prise et la question donc, des marchés. Et ça me paraît très important, effectivement, parce que, comme il a souligné, on part de Keynes, mais pour expliquer que chez Keynes, l'entreprise joue un rôle important. Il a parlé dans les travaux préparatoires à la théorie générale d'économie d'entrepreneurs, donc c'est très significatif. Et donc, l'investissement, c'est plus important chez Keynes, en réalité, que la consommation. Alors, sur ces questions plus particulières, les connexions de marché, évidemment, ces connexions ont une double dimension. C'est-à-dire qu'elles peuvent aider au processus d'innovation, elles sont même nécessaires à la mise en œuvre d'un processus d'innovation, mais elles peuvent être aussi catastrophiques pour le client. C'est-à-dire je n'abandonne pas l'idée qu'il peut y avoir des abus de position dominante, des concentrations inappropriées, le phénomène de leadership sectoriel dont il parle, qui ne va pas forcément dans le bon sens. Et donc, ça veut dire en particulier que le véritable enjeu des autorités de la concurrence, ou des autorités de régulation d'ailleurs, ce n'est pas d'aller vers un état imaginaire de concurrence parfaite, mais de savoir faire le partage entre les bonnes pratiques monopolistes et les mauvaises pratiques monopolistes. Et ce n'est pas nous qui le disons. Le premier qui l'a dit, c'est Schumpeter. On parle beaucoup de Schumpeteriens aujourd'hui, de néo-Schumpeteriens, qui n'ont jamais lu d'ailleurs Schumpeter. Et en particulier, dans Capitalisme, Socialisme, Démocratie, il défend l'idée de pratiques monopolistes comme étant des éléments essentiels de la capacité d'innover, mais sans négliger le fait que ces pratiques peuvent être des pratiques déloyales, des pratiques qui sont contre-productives. Et donc, il faut rester dans cette contradiction.
De la même façon que nous avons voulu rester dans la contradiction entre la monnaie, la face sombre et la face claire de la monnaie. Je ne peux pas m'empêcher ici de citer Albert Camus qui disait qu'il faut toujours rester dans la contradiction, il faut simplement la gérer. Sur la question de dette et fonds propres, évidemment, mais ce que mentionne Christian ici, c'est que le temps compte, et le temps, en l'occurrence, c'est que nous sommes en présence d'entreprises qui sont déjà considérablement dans la relance c'est-à-dire je ne suis pas de ceux qui pensent que la solution, ça va consister à développer un déficit public massif. C'est un vrai problème. Moi, je n'ai pas la réponse à ce problème, mais qui montre, je veux dire, les phénomènes de dépendance temporelle, de passe. C'est vrai, c'est que on est dans une phase où il devrait y avoir une forme de désendettement privé, ou en tout cas quelque chose dans lequel il faut qu'il y ait une garantie publique des prêts consentis aux entreprises. Une fois de plus, moi, j'ai pas la solution. Bien sûr, le problème est un problème extrêmement important. Sur la question des salariés, de la place des salariés, là aussi, c'est vrai. Les entreprises ne peuvent pas imaginer passer brutalement d'une situation dans laquelle elles ont des emplois peu qualifiés à une situation dans laquelle elles auraient des emplois hautement qualifiés. Je dirais quand même que l'environnement institutionnel peut jouer un certain rôle dans cette matière. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait sûr que abaisser systématiquement les charges sur les bas salaires soit quelque chose de positif sur le moyen et le long terme, parce qu'au fond, c'est une incitation aux entreprises de maintenir ce type d'emploi et de ne pas s'engager dans des processus d'apprentissage. Mais là aussi, je ne vais pas expliquer que c'est simple et immédiat pour une entreprise de basculer dans de nouvelles qualifications. Lorsque nous disions que la flexibilité du travail consistait à se séparer de certains emplois et à les externaliser, c'était simplement pour expliquer que, mais ça on l'avait observé dans les années 1970-80, dans de vieux travaux que je faisais avec Mario Amendola, c'est que les entreprises à cette époque se séparaient d'un certain nombre d'activités, mais non pas pour se séparer des ressources humaines dont elles disposaient, mais pour les affecter à des tâches plus efficaces de leur point de vue et plus nobles, ce qui rejoignait d'ailleurs l'idée d'Edith Penrose, selon laquelle, en fait, une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise dans laquelle il y a un excès de ressources. C'est-à-dire qu'au lieu d'optimiser absolument à tout moment la disponibilité de ressources, en fait, on a un excès de ressources parce que c'est l'excès de ressources qui permet d'apprendre et d'innover. Et c'est au cœur du contrat de travail. Le contrat de travail tel que, d'ailleurs, nous l'explique dans un livre que j'ai beaucoup aimé, un petit livre que j'ai beaucoup aimé dans la République des idées, Blanche Secrestin et Armand Hatchell. Voilà. Alors, je vais en profiter pour compléter avec des questions donc, des participants. Donc, d'abord, il y a une question un petit peu, sans tomber dans la polémique, il y a Bernard Belloc qui vous pose une question qui dit la littérature des années 60 et 70, elle est abondante. Il y a beaucoup d'analyses, en fait, elle est encombrée d'analyses théoriques et empiriques sur la croissance et la dynamique, avec notamment l'article d'Arrow sur le learning by doing qui a donné naissance ensuite à la théorie de la croissance endogène. Est-ce que finalement, c'est moins votre critique de l'absence du temps que la critique sur la notion d'équilibre elle-même qui doit être interrogée? Est-ce que c'est la notion d'équilibre que vous vous interrogez? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, elles sont liées. C'est-à-dire que s'interroger sur la notion d'équilibre, c'est s'interroger sur le rôle du temps. Si je pense qu'il existe un attracteur, j'élimine le temps. C'est-à-dire, je pense qu'on va aller naturellement vers un état idéal qui est un état atemporel. Alors, on y va naturellement si on appartient à l'école de Chicago, on y va avec quelquefois quelques interventions publiques si on fait partie des nouveaux keynésiens. Mais l'idée principale, c'est qu'à partir du moment où j'ai un concept d'équilibre, j'élimine le temps. Alors, on a beaucoup analysé ce point sur le terrain de l'histoire des idées. On a mis une annexe dans le livre qui va de Smith à Keynes, à Hayek, etc., et aux contemporains. Je crois que c'est très important de regarder cela de près parce qu'effectivement,
La question, c'est est-ce qu'on doit avoir une problématique de l'équilibre ou est-ce qu'on doit avoir une problématique de déséquilibre, sachant évidemment, et là je rentre dans des choses qui me sont chères depuis longtemps, qu'une problématique de déséquilibre, c'est analytiquement très compliqué, très difficile, parce qu'on ne peut pas avoir de solution analytique. Et donc, on est obligé de passer par des simulations, et tout le monde sait que les simulations, ça ne donne pas des solutions définitives. J'ai Christophe Je ne sais Labielle. pas si j'ai répondu à Bernard à sa question, mais je le remercie d'être là. Mais en plus, évidemment, nous avons un point commun, hein, c'est que tout début de notre vie académique, on a travaillé sur le temps nécessaire pour construire une capacité de production, c'est-à-dire sur John X. Alors justement, dans vos références, donc Christophe Labial nous indique qu'il y a cette conception du temps qui a interrogé d'ailleurs certains participants. Il y a des conversations privées sur est-ce que le temps a une définition en physique ou pas. Oui, donc en physique, on sait qu'en thermodynamique, il y a la flèche du temps avec l'entropie croissante. D'accord. Et les travaux de Georgescu-Roegen pourraient-ils être convoqués justement en appui un peu de certaines de vos réflexions? Et comme je sais que vous l'avez connu de près. Oui, je l'ai connu, j'ai même été son assistant à Strasbourg, mais il est abondamment cité dans le livre. Oui, voilà. C'est-à-dire que Joris Corrigan, c'est quand même quelqu'un qui a introduit la notion de temps dans l'analyse de la production et qui a montré que ce qui était important dans la production, ce n'était pas la fonction la technique, c'est-à-dire pour lui, une fonction de production, ce n'est pas une fonction technique, c'est une organisation. C'est une organisation qui permet ou pas d'obtenir des rendements d'échelle. Donc, Kogan, c'est un personnage très important dans notre approche, dans la mienne, très précisément, y compris d'ailleurs sur le terrain de la production, l'analyse de la production, et sur le terrain de l'analyse de la consommation, parce que c'est aussi quelqu'un qui a expliqué les effets d'hystérèse qui étaient associés au phénomène de consommation. Donc, évidemment, nous avons convoqué Nicolas Georgescu-Roegen, qui est beaucoup moins connu que John X, mais qui, pour moi, est un des économistes les plus importants du XXe siècle. On l'a trop largement ignoré parce qu'on en a fait un écologiste radical, ce qui n'était absolument pas, et on a ignoré ses contributions sur la théorie de la production, sur la théorie du cycle, sur la théorie de la consommation, qui ont dans ces essais philosophiques, je dirais, ils se réfèrent à la physique, ils se réfèrent à la thermodynamique, et donc Georges Kogan est important dans les essais en l'honneur de Georges, de partager avec John X le fait d'être un évolutionniste, mais un évolutionniste raisonnable. D'accord. Alors justement, en fait, on voit l'importance aussi dans votre réflexion. Vous revenez sur Keynes et la place de l'entreprise, de l'investissement, de l'entrepreneur, en fait, au cœur du fonctionnement de l'économie. Est-ce que on voit bien cette réflexion sur le temps, elle doit incorporer en fait la question du droit qui permet en fait de limiter l'incertitude quelque part en ancrant aussi Pardon ? le droit qui permet de limiter l'incertitude. Oui, puisqu'il permet d'ancrer certaines anticipations, peut-être sur des mots comme les conventions qu'utilise Keynes d'ailleurs dans. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que dans votre réflexion sur le temps, le droit s'invite et l'importance du droit s'invite dans votre réflexion sur le temps? Et c'est une question, je prends deux questions en même temps. Sarah Fleury nous dit aussi, est-ce que c'est important de mettre une des implications de notre réflexion, c'est l'importance peut-être d'avoir une définition juridique de l'entreprise qui permettent de prendre en compte ces engagements à long terme. Est-ce que justement votre réflexion invite à redéfinir l'entreprise? Et vous avez cité des Blanchet-Grestin et Armand Hatchuel. Ouais. Oui. Alors, bon, la dimension juridique n'est pas présente dans ce livre, en filigrane peut-être, à travers effectivement l'idée de convention, à travers l'idée aussi de référence implicite, en tout cas assez largement implicite au droit de la concurrence ou au droit financier, mais ce n'est pas vraiment présent, même si évidemment la conception que l'on devrait avoir de l'entreprise est une conception qui passe par des définitions juridiques de la dite entreprise et probablement par des réformes qui concernent la façon dont cette entreprise est considérée.
Oui, je ne peux pas dire plus que ça. Si, voilà, je pense qu'il y a un élément important, mais on n'en a pas traité dans le livre. Je l'ai traité dans un papier récent qui n'est pas publié. C'est la question du droit social et du droit du travail. Et je pense que la façon dont nous voyons les choses est assez proche. La façon dont je vois la question du travail, de la quête d'emploi solide, etc. J'ai été beaucoup intéressé par les travaux d'Alain Suppiot sur ce sujet, en particulier son petit livre sur l'esprit de Philadelphie, qui était extrêmement clair sur ce qu'a pu être les transformations du droit du travail, notamment après 1945, et qui a été un des éléments de la stabilité du système. Donc évidemment, tous les éléments du droit sont très importants et doivent être mobilisés, mais je ne suis pas juriste et donc j'aurais du mal à dire des choses vraiment sérieuses. Je suis prêt à travailler avec des juristes sur la question. Donc, j'ai en particulier un ami proche à Nice qui s'intéresse à ces questions. Donc on voit en fait c'est l'importance du rôle des institutions qui a été beaucoup aussi Oui, réapprécié dans l'analyse économique aujourd'hui, mais qui est en tout à filigrane fait. en fait, quand même de votre travail, on voit bien, puisqu'en fait on en trouve même des sources chez Keynes, bien sûr. Et il y a la question aussi qui est posée, donc, parce que là on va un peu, votre livre est très macroéconomique, mais en fait il pose aussi des questions microéconomiques. D'ailleurs, il invite peut-être à arrêter cette dichotomie entre le micro et le Oui, macro. Euh, absolument. il y a la question en fait de savoir quelle est la rationalité des acteurs qui leur permet en fait de se projeter dans le temps. Puisqu'en fait on sait que l'incertitude et l'irréversibilité, donc c'est une question je crois, de Bernard Belloc, sont des temporalités qui sont perçues par les acteurs eux-mêmes, notamment Mhm. les entrepreneurs, les producteurs, etc., les travailleurs aussi. Est-ce que ici, on parlait de l'ouverture au droit d'un côté pour l'analyse des institutions et comment elle permet d'ancrer les anticipations, mais aussi est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un peu mieux les travaux des économistes sur les travaux des psychologues, sur l'appréhension du temps, puisque la perception du temps est un des objets majeurs de travail des psychologues, en allant au-delà de ce qu'on enfin, l'intervenant parle de la farce de la neuroéconomie, mais pour vraiment s'intéresser à ce que disent les psychologues de la perception du temps. Pour répondre à la dernière question, là, euh, je pense qu'il est tout à fait important que se référer à la neuroéconomie, hein, donc à la façon dont les psychologues peuvent nous enseigner le comportement individuel, nous fasse retomber dans l'idée que tout se résout à travers des comportements individuels et ignore le fait social, ignore les interactions sociales. Il y a un ouvrage récent de Madame, j'ai oublié son nom, s'appelle L'Institution de la liberté, qui nous explique que la neuroéconomie tend véritablement, c'est une juriste, hein, tend véritablement vers ce défaut-là, c'est-à-dire au fond, bon, d'accord, les individus ne sont pas pleinement rationnels, mais on comprend pourquoi ils ne le sont pas, et du coup, on peut donner des petits coups de pouce pour que leur comportement redevienne un comportement rationnel. Je pense que ça, c'est un travers terrible parce que ça veut dire qu'on ignore l'interaction sociale. Sur la première partie de votre question, je crois que c'est très important de comprendre que les temporalités des agents économiques sont évidemment très distinctes. La temporalité des phénomènes, la temporalité des acteurs sont très distinctes. Et donc, le véritable enjeu d'une économie stabilisée, d'une entreprise stabilisée, c'est de faire se rencontrer ces temporalités. Et donc, il se trouve que vous m'aviez proposé que Jean-Pierre Dupuy soit le répondant aujourd'hui. Et du coup, j'ai relu un livre de Jean-Pierre Dupuy, qui s'appelle L'avenir de l'économie. Et j'étais tout à fait intéressé par le fait qu'il expliquait que des agents rationnels se coordonnent par le truchement du temps, par le tranchement du futur. Ouais. Et c'est exactement ce que nous expliquons, c'est-à-dire nous disons qu'il faut que les agents économiques se mettent d'accord sur ce qu'ils pensent du futur. Et lorsqu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils pensent du futur, eh bien, ils peuvent s'engager. Et donc, c'est ça être rationnel. Et vous voyez, cette rationalité, ce n'est pas une rationalité individuelle, c'est une rationalité à la fois procédurale et une rationalité dont le fait social n'est pas éliminé. Je voudrais dire que, je vais terminer en disant que l'économiste qui distingue l'utilité individuelle et le fait social, c'est Ronald Coase, c'est-à-dire un économiste de Chicago, qui nous explique dans un article qu'on ne peut pas s'en tenir à l'utilité individuelle et qu'il faut considérer les interactions sociales. Bon, c'est assez intéressant de voir comment votre réflexion sur l'économie finalement invite aussi à reconsidérer l'entreprise elle-même, ou les producteurs,
et l'organisation allait peut-être au-delà d'une vision de l'entreprise elle-même comme un nœud de contrat. Et on voit bien qu'en fait, on a une vision de l'entreprise qui ne permet pas en fait de comprendre comment il y a ces coalitions qui permettent de s'orienter sur le long terme et dans les engagements de long terme. Il y a une dernière, je prends 5 minutes encore, donc on devait terminer, on va déborder de 10 minutes maximum, mais on n'a pas de souci parce qu'on n'est pas en présentiel, donc on n'a pas d'appariteur qui vont nous mettre dehors. Voilà. On a Bilderman, je n'ai pas son prénom, mais c'est un de vos anciens étudiants à Strasbourg dans les années 70, voilà, qui vous pose une question. Oui. Peut-on dire qu'avec le numérique, le capital devient plus souple et peut se réadapter vers une autre production s'il y a des erreurs d'anticipation? Est-ce que, il parle de capital libre qui peut davantage se réallouer en cas d'erreur d'anticipation sur d'autres utilisations? Bon, c'est la question qu'il vous pose. Oui, ma réponse bon, il faudrait développer, ma réponse est non. D'accord. La réponse est non, parce que oui, on est dans une économie numérique, mais cette économie numérique, elle repose sur des investissements matériels extrêmement importants, et qui sont sujets à l'irréversibilité et à l'incertitude comme tout le reste. Donc, je pense qu'il faut être très attentif à le capitalisme numérique. Oui, bien sûr, il y a des changements technologiques importants, mais la question est de savoir l'usage que l'on fait de ces technologies numériques. Et on peut faire des usages à très court terme dans la perspective de capter des rentes, ce que font pas mal de startups qui ne sont pas si innovantes que ça, ou bien on peut utiliser les ressources numériques à plus long terme. Et donc, on revient sur la question centrale du livre, qui est la question des formes d'organisation et des formes d'institutions que l'on met en place. Je voudrais en profiter juste pour ajouter un point au passage, parce que j'ai vu passer une question tout à l'heure de Bernard Belloc qui disait où est la force de l'Allemagne. Je voudrais que la force de l'Allemagne, évidemment, elle est pas, qui n'a pas été soumise aux nouvelles règles du marché du travail, dans lesquelles il y a des emplois solides et dans lesquels il y a un capital patient. Et ça aussi, c'est une leçon qu'il faut savoir retenir. Et que le problème, c'est que ces forces-là sont utilisées pour capter des marchés extérieurs à un moment où la demande intérieure s'est affaiblie en Allemagne. Et donc, l'exemple allemand, pour moi, la compréhension de la situation allemande va tout à fait dans le sens de notre discours. Alors pour terminer justement sur cette note aussi européenne, on voit que l'Union européenne, même si elle a assoupli aujourd'hui les règles budgétaires sur le déficit et sur l'endettement, et vous insistez en fait sur, vous parlez de la mauvaise distribution temporelle des demandes excédentaires. Donc on est en plein dedans ici sur la mauvaise distribution temporaire là, depuis le mois de mars-avril, on voit bien le souci. Mais en pointant l'endettement public comme peut-être un problème, et on se demande si l'ajustement des dettes ne va pas être comme un petit peu en 2010-2012, très rapide dans l'Union européenne et beaucoup plus rapide que dans d'autres pays comme aux États-Unis. Qu'est-ce qui manque encore à l'Union européenne pour arriver à redonner la place au temps dans les politiques conjoncturelles? Alors, écoutez, là, j'aimerais bien que Francesco s'exprime. Ah oui, oui, c'est vrai. Francesco? Voilà. Non, moi, je vais vous surprendre peut-être. Moi, je pense que l'Union européenne, jusque-là, a fait presque sans faute. C'est-à-dire qu'on a en fait levé tous les obstacles aux gouvernements nationaux qui étaient les acteurs principaux de cette histoire, parce que bon, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas dans une structure fédérale, et donc la plupart du travail doit être fait par les États nationaux, et les institutions européennes ont fait tout pour faciliter tout ça. Donc, il y a à côté la Banque centrale qui a ouvert son parapluie, et donc elle permet au moins jusqu'à la fin de l'année de ne pas se soucier des ressources qu'on engage dans cette tentative de garder en vie l'économie tant qu'elle ne répare pas. Et comme vous dites, la Commission qui a assoupli toutes les règles sur les aides d'État et sur les règles budgétaires. Donc moi, je pense que jusque-là, elles ont fait un sans faute. Bon, le vrai défi, en revanche, c'est ce qui manque à faire, où il y a des lignes de fracture entre le Nord et le Sud qui sont presque aujourd'hui impossibles à combler. Et c'est sur la forme que va prendre ces fonds pour la reprise. Et là, on va voir si on arrive à avoir une perspective justement long-termiste ou court-termiste. C'est-à-dire si ce fonds pour la reprise finit par être une espèce de compromis entre les pays du Nord épargnants et les pays du Sud dépensiers
bon, du coup, on reste coincé dans des logiques dont on a déjà vu les effets terribles dans les années 2010-2015. Si, en revanche, à l'opposé, on arrive à mettre en place cette espèce d'effort commun de coordination des politiques nationales et des politiques communautaires pour une décision de long terme. Et là, du coup, je pense que c'est intéressant de voir comment tout ça, ça va se greffer sur l'agenda que la Commission venait de mettre en place. La Commission est toute nouvelle, toute neuve. Donc, il y avait un agenda, par exemple, sur la croissance verte qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à greffer ce fonds pour la reprise, le Recovery Fund, sur un programme de long terme, du coup, je pense qu'on pourrait s'attendre des résultats positifs. Je crains malheureusement qu'on ne va pas là-bas. C'est-à-dire, tout ce que j'ai vu dans les derniers jours, plus ou moins formellement, plus ou moins formel, ou même de bruit des couloirs sur quoi travaille la Commission, c'est qu'on va, pour éviter les fractures entre le Nord et le Sud, on va trouver une solution de compromis qui va être malheureusement très insuffisante. Mais bon, on n'en sait rien pour le moment. Je crains un peu que les résultats ne soient pas à la hauteur. Mais jusque-là, il faut dire, moi, les 2 mois qui viennent de s'écouler, en fait, sont un peu tout ce qu'on aurait dit exempté qu'il fallait faire sur la base de ce qu'on pense avec Jean-Luc. C'est-à-dire, l'objectif, c'était vraiment de faire si que toutes les relations qui lient les entreprises à leur marché, aux ménages, aux consommateurs, les entreprises aux travailleurs, etc., soient le moins affectées que possible par l'arrêt de l'activité. Moi, je pense qu'on a bien fait ça. Ça coûtait un pognon de fou, comme dirait quelqu'un, mais il fallait bien le faire. Et après le grand défi, c'est transformer tout ça dans un programme de moyen long terme. Mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, je vous propose, on a vu en fait les différentes échelles de la réflexion de ce livre, hein. On va clore cette session. Je vous invite à aller voir, à aller lire ce livre qui est écrit dans une langue très claire, hein. Bien sûr, ce sont des débats qui parfois font référence à de l'analyse économique, mais bon, voilà, on n'est pas obligé de lire toutes les notes de bas de page, etc., etc. Mais globalement, il y a vraiment cette réflexion qui articule à la fois la réflexion globale sur l'économie et la réflexion aussi sur la temporalité pour les acteurs individuels comme pour l'ensemble de l'économie. Je vous remercie. Est-ce que Pierre-Pascal, tu veux rajouter un mot? Ou Jean-Luc, est-ce que tu veux un mot de conclusion? Écoutez, moi, un très grand merci à vous tous. C'était vraiment un très bon moment. Et merci. Et j'espère à plus tard. On s'excuse pour la météo de l'Internet qui était un peu voilà, comme ça parfois. Mais voilà, donc, globalement, c'est passé. Voilà, tout est passé. Bon, un grand merci à vous, Jean-Luc. Et puis, je propose Rémi, on transmette à Jean-Luc les nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Elles ont été nombreuses, elles sont vraiment riches. Et donc, c'est un très bel événement. Et à tous les participants qui sont encore en ligne avec nous. Donc, rendez-vous pour la 8e édition du Printemps de l'économie entre le 13 et le 16 octobre à l'École d'économie de Paris, à Dauphine, à la mairie de Paris, au lycée Turgot, au CNAM, j'espère avoir oublié personne, et avec l'ensemble de nos partenaires sur le thème guerre et paix. Voilà, et à tout bientôt pour nos prochains e-cafés. On en a toute une flopée, hein, Rémi, d'ici fin juin.